jour, une foule entoure une carcasse d'avion encore fumante. Au Népal, en janvier 2023, 72 personnes à bord d'un avion de la compagnie Yeti Airlines ont péri dans un crash. Cette photo d'un journaliste local a saisi une étonnante proximité entre riverains et débris et fait la une de très nombreux médias. Les crashs d'avions bouleversent lecteurs et téléspectateurs qui s'identifient aux familles endeuillées. Ils nourrissent le récit médiatique et constituent un genre cinématographique à part entière. La scène est sidérante. Dans une zone urbanisée au relief escarpé, des centaines de personnes se massent autour d'une carlingue éventrée et encore fumante. Sur notre photo, seul un morceau de l'arrière de l'appareil subsiste, réduit à de la ferraille déchiquetée. On devine ce qu'il reste de la queue de l'avion aux couleurs jaune et verte de la compagnie. Bambous cassés et branches brûlées témoignent du passage en rase-motte de l'appareil. Certains hublots sont encore intacts et on peut lire l'immatriculation de l'appareil. L'avion s'est écrasé au Népal le 15 janvier 2023 au cœur des montagnes de l'Himalaya, dans la ville de Pokhara, à 1500 mètres seulement de son aéroport de destination. Le bimoteur a terminé sa course à 150 mètres de profondeur, dans la gorge où serpente la rivière Seti Gandaki. Il est 11h20, le drame s'est produit à 10h50. Observons de plus près la foule dense qui s'affaire autour de la carcasse. Ces touches de couleur jaune et orange signalent les casques des membres de l'armée népalaise, reconnaissables à leur uniforme camouflage. Ils côtoient la police nationale, en bleu. À droite, une file de pompiers et soutient une lance à bout de bras. Elle déverse un filet d'eau apparemment dérisoire. Les autres personnes présentes sont des riverains jugés en surplomb qui, comme nous, regardent la scène. Ici, un homme en hisse un autre. Certains observent depuis les toits voisins. L'accident a eu lieu à 25 mètres de ces maisons, épargnant de justesse leurs habitants. Le vol YT-691 de la compagnie népalaise Yeti Airlines comptait 72 passagers à son bord. Aucun n'a survécu. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière depuis 30 ans au Népal et le 20e crash en 10 ans. Le pays est connu pour ses accidents à répétition. La formation des pilotes et la maintenance des appareils sont insuffisants. Le Népalais Krishna Madibaral était le premier journaliste sur place. Il a pris cette photo qui nous place aux premières loges de la catastrophe. Elle a été publiée à la une de dizaines de grands quotidiens à travers le monde, du Guardian au Washington Post. Les articles dédiés au crash se sont ensuite attachés au destin personnel des victimes, selon la chronologie classique de ce type de feuilleton médiatique. Ici, l'histoire dans l'histoire, c'est le destin tragique d'Anzu Katiwada, la copilote aux commandes de l'avion. Infirmière de métier, elle était devenue commandant de bord pour prendre la relève de son mari, lui-même pilote, décédé dans un crash de la même compagnie en 2006. Reporter aguerri, Krishna Madibaral couvre l'actualité locale depuis 20 ans pour le quotidien népalais Annapurna Post. Comme en 2016, lors d'un précédent crash, il a pris des dizaines de photos de la scène. Il ignorait alors que cette nouvelle catastrophe aérienne allait le toucher intimement. L'un de ses confrères et amis était à bord de l'avion. J'ai eu connaissance de l'accident d'avion par des collègues journalistes. Il y avait des gens partout dans la rue. J'ai traversé la foule à vélo et je suis arrivé sur le lieu de l'accident. Tous les ans, le 15 janvier, un grand festival est organisé à Dungé Sanggu, au sud de Pokhara. C'est la localité la plus proche du lieu du crash. Il faut la traverser pour y accéder. Donc, immédiatement après que l'avion s'est écrasé, les personnes qui assistaient au festival ou qui étaient sur le chemin pour se rendre au festival se sont dirigées vers le site du crash. Je voulais photographier le lieu exact de l'accident et la situation à ce moment précis. Je voulais vraiment que la photo raconte toute l'histoire. C'est pour cette raison que j'ai utilisé un objectif grand angle. L'accident s'est produit dans la profonde gorge de la rivière Seti. Il était important de l'inclure, ainsi que la foule des gens qui étaient dedans ou que les gens tombent dans la rivière Seti.
La présence de la foule a créé des obstacles pour les secours et entravé le passage des ambulances, des pompiers et des camions pendant les premières heures. Dans cet accident, un confrère, Tribhuban Podel, qui est un membre important de la Fédération des journalistes népalais, est mort. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a brisé le cœur. Mais il était de mon devoir de continuer à faire mon travail. Le métier de journaliste est assez déprimant. Après avoir pris cette photo, un journaliste travaillant pour un média international m'a dit que ma photo était devenue virale dans le monde entier. Je lui ai répondu que je ne voyais pas ces photos de pleurs et de gens en difficulté comme un exploit. C'est terrible que des gens aient perdu la vie. Je l'ai fait dans le cadre de mon travail, mais personnellement, je ne l'ai pas pris comme quelque chose de positif. Il m'a répondu, les larmes sont un argument de vente unique dans le monde. Le monde achète des larmes. Les larmes se vendent dans le monde entier. Si ça se vend, nous devons le faire. L'intérêt médiatique pour les clichés de catastrophes aériennes ne date pas d'hier. Le journaliste Bernard Vaillot, fin connaisseur de l'aviation et pilote passionné, est aussi scénariste de docu-fiction sur les catastrophes aériennes. Il nous explique pourquoi ce type d'accident a toujours nourri la fiction. Cette image s'inscrit également dans l'iconographie médiatique du crash d'avion, un genre très codifié. Il peut y avoir un côté un peu terrifiant dans cette image, parce que cette foule, en fait, n'a rien à faire là. Ce sont les secours qui devraient être là, ce sont les pompiers, c'est les ambulanciers, c'est les policiers, c'est les enquêteurs, et pas les badauds. Le traitement médiatique, il suit toujours à peu près le même schéma. D'abord, il y a la sidération. Bonsoir, un seul titre dans l'actualité ce soir, la disparition d'un Airbus d'Air France dans l'Atlantique Sud avec 228 personnes à bord. C'est un événement qui est d'abord rare, extrêmement puissant. Enfin, on parle de dizaines, de centaines parfois de victimes qui ont été pulvérisées en une fraction de seconde. Unité de lieu, unité de temps, unité de personnes. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui véhiculent une telle force dramatique. Les images classiques de cet épisode de sidération, c'est les panneaux d'affichage, ce sont les familles qui arrivent, qui sont prévenues, ce sont des gens en pleurs. Ensuite, vous avez un certain nombre de crashs, comme Germanwings, l'avion percute le sol, la montagne, et il reste quasiment rien, quoi. Il reste des petits morceaux. Donc vous avez l'image de l'impact. Il y a des images que personne n'a oubliées, les images du Concorde qui s'est écrasé en 2000 sur l'hôtel à Gonesse. Tout le monde conserve en mémoire l'image des débris fumants et de l'avion et de l'hôtel. C'est du brut, sans décodage, sans explication. C'est pour ça que ce sont des images, pour nous journalistes, qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence en se posant la question quelle est la valeur informative de ce type d'image. Ensuite, l'émotionnel va mener au rationnel. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça peut demander au mieux des semaines, au pire des mois, voire des années. Alors comment on fait pour visualiser, matérialiser ce questionnement sur un écran de télévision ou dans un journal? Une fois qu'on a montré 3 plans du bâtiment extérieur du bureau enquête et analyse de la direction de l'aviation civile, on n'a plus grand chose d'autre à montrer. Fort heureusement, la technique vient nous sauver un petit peu, je dirais, depuis quelques années avec la 3D. Très souvent, un crash aérien, ça débouche sur un mystère. Et ça, les médias, ils adorent les mystères. C'est extraordinaire d'avoir une question dont finalement on n'a pas la réponse. Et le mystère reste entier plus de 48 heures après sa disparition des écrans radars. Les crashs aériens ont été traités dans l'histoire du cinéma pour leur charge émotionnelle, parce que effectivement c'est spectaculaire, ça donne des très beaux, enfin ça a donné notamment dans les années 70 aux États-Unis toute une flopée de films catastrophes. Dans le monde documentaire, c'est beaucoup plus récent, ça remonte à une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Le cinéma et le monde documentaire se sont rapprochés presque pour fusionner. Le cinéma est devenu de plus en plus rigoureux sur ses reconstitutions aéronautiques et aujourd'hui offre des scènes qui sont hyper réalistes, et à l'inverse, le documentaire est venu chercher dans le cinéma
les outils de la fiction pour permettre d'expliquer une réalité journalistique et documentaire aux téléspectateurs. Roger, follow B320 Air Canada, left on Romeo and hold short of 24 right. Pour le spectateur, je pense que l'image de ce crash au Népal, comme n'importe quel crash, on va se projeter à la place des passagers. On va se projeter à la place des familles endeuillées. Ce sont des images dont l'attractivité est très très forte. Une autre image de ce crash a frappé les internautes. La catastrophe a été filmée en direct par un passager qui était en train de diffuser sur Facebook les images de son voyage. Sa vidéo a atteint 1,5 million de vues et a été reprise par de très nombreux médias. Supprimée par Facebook, elle ne cesse de ressurgir sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de ne vous en montrer que quelques captures d'écran. Depuis la catastrophe, les boîtes noires ont parlé. D'après le rapport préliminaire de la commission d'enquête népalaise, elle serait due à une erreur humaine. C'était une enquête de Julia Montfort pour le dessous des images. Salut à tous!